Salut, c'est Val de Fix Your Strengths. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les outils qu'on peut retrouver à l'entraînement. Souvent, on pense que les outils, ça coûte un budget énorme pour l'entraînement. Et en fait, on se rend compte qu'autour de l'entraînement, il y a plein d'outils qui ne sont pas utilisés, qui peuvent vous permettre de rester en sécurité, de limiter la blessure et aussi d'améliorer vos performances. Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler plutôt des outils pour pouvoir gérer l'intensité, puis dans un deuxième temps, surtout ce qui permettra de vous gérer sur du volume. Et enfin, comment on peut bien répartir son entraînement. Et attention, les petits points d'ombre, les petits points à gérer en fonction des phases de l'année. Si on est en phase de développement ou de compétition, on n'a pas du tout la même structure et les mêmes attentes en termes d'entraînement. Alors déjà, le premier outil qui est super et qui est à votre disposition dans une salle, notamment de CrossFit, ça va être le coach. Okay, alors moi je suis coach, donc je vous le dis, c'est utile. C'est pas pour faire de la propagande de notre travail, mais du coup, déjà un œil extérieur, ça va vous permettre d'avoir un nouveau regard sur votre pratique, okay, sur vos exigences, ça va vous permettre de vous corriger déjà sur un instant T, même si vous suivez une programmation à distance et que vous connaissez bien l'activité, vous avez votre propre œil, mais un œil extérieur peut toujours compléter votre avis. Ça, c'est très intéressant. Et puis, la deuxième chose, c'est si vous suivez par exemple une programmation à distance, avoir quelqu'un qui a un œil en direct, si vous entraînez dans une salle, bon, si vous n'avez pas la possibilité de vous entraîner dans une salle, il va falloir du coup garder des vidéos qu'on puisse envoyer de séance en séance à votre coach. Mais si vous faites du snatch une fois par semaine, du coup, vous pourrez reproduire que les corrections du coach la semaine d'après. Alors que d'une rep à une autre, que ce soit en gymnastique ou en haltéro, si votre coach est là et à l'œil et vous donne des tips pour vous corriger, du coup, une correction dans la séance, ça va avoir beaucoup plus d'impact qu'une correction post-séance. Le deuxième outil qui va vous permettre de bien vous gérer dans l'entraînement, ça va être vos partenaires d'entraînement. Donc si vous êtes dans un cours de CrossFit encadré, ça va être tous ceux qui gravitent autour de vous. Et forcément, on se dit « Oh, il faut que je m'entraîne avec des meilleurs ». Pas forcément. Même en voyant des gens débutants, on peut apprendre du mimétisme ou même des correctifs qu'on entend par le coach. Donc c'est très intéressant de voir pour comprendre. Souvent, en boxe, par exemple, on utilise énormément le mimétisme. Donc les enfants, ils apprennent que comme ça. Donc ne pas hésiter à ne pas toujours s'entraîner tout seul et plutôt des fois aller chercher le groupe pour comprendre des choses. Et puis comme on le sait, l'émulation de groupe, il n'y a rien de mieux pour exprimer son plein potentiel. Alors si vous êtes quelqu'un qui a besoin de motivation pour l'entraînement, on n'a pas besoin de motivation pour l'entraînement, on a juste besoin de rigueur et de discipline, c'est-à-dire de se mettre un cadre et de le respecter. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins motivés de par plein de paramètres qui pourront faire l'objet d'une future vidéo. Mais si vous n'êtes pas motivé et que vous avez besoin de motivation, n'hésitez pas à alterner les cours en groupe et les cours seuls. Les cours seuls, on va vraiment travailler de manière isolée nos points faibles et du travail accessoire. Et puis les cours en groupe qui vont vraiment vous permettre du coup de passer un moment fun, de ne pas voir l'heure passer, d'avoir quand même du contenu correctif et puis de passer un bon moment entre copains. Ceux qui ont juste besoin de discipline, le côté groupe va juste apporter un challenge. D'accord ? Alors attention, le challenge ne doit pas être perçu comme une compétition, mais plutôt comme quelque chose qui va vous tirer vers le haut et plutôt faire passer l'heure plus rapidement d'entraînement. Parce que c'est vrai que quand on s'entraîne régulièrement tout seul, l'heure peut très vite être longue, surtout quand on est en difficulté. Je reviens aussi sur l'apport du coach. Très intéressant, souvent dans les programmations, vu que les personnes vont donner des exercices à faire en autonomie, on donne des accessoires, donc type des élastiques par exemple pour passer des tractions, des muscle-up, des dips, voilà, il y a plein de choses. Le meilleur outil c'est la parade. Okay, en gymnastique du moins la gymnastique artistique, l'élastique il n'est pas utilisé. D'accord, c'est toujours le coach qui va apparaître. Pourquoi ? Parce que du coup le dosage il est fin. Parce que le coach il a l'œil et il va pouvoir aider au moment où il a envie. D'accord ? Alors il va peut-être aider sur un moment, par exemple sur une extension de hanche, puis après il va aider sur une rotation, il va peut-être aider sur un gainage, il va peut-être restructurer le corps dans l'espace. Ce qui est vraiment cool par rapport à un élastique qui va toujours mettre la tension au même endroit, forte, et la tension minimale au même endroit. Hein. Par exemple sur un dips, il va énormément vous aider en bas et puis après en haut plus rien. Pour les pull-ups c'est pareil, pour les muscle-ups c'est la même chose. Donc vraiment le pareur, le coach peut vous aider au niveau des cuisses, au niveau du dos et vraiment il va pouvoir jouer en fonction de l'instant T, c'est-à-dire de la réalisation que vous allez faire. Et d'ailleurs pour des figures vraiment complexes en gymnastique,
le coach aide que si besoin ou si manque de sécurité. Et il faut vraiment se rapprocher de ça, c'est-à-dire que si on veut passer des mouvements complexes, que ce soit des tractions, des dips, voilà, pas mal, même des HSPU, on fait beaucoup des HSPU en parade, ou des muscle-up, il va falloir passer par de la parade. Donc ne négligez pas l'importance du coach, parce que le dosage est fin, il peut s'améliorer de séance en séance, de rep en rep. Il est très très intéressant et vous progresserez beaucoup plus vite sur ce système d'apprentissage que de s'isoler avec des accessoires. Alors maintenant, on va parler plutôt du dosage de l'intensité, comment reconnaître si on en met trop, si on n'en met pas assez à l'entraînement. Alors on peut déjà, pour ceux qui ont les moyens, utiliser des trackers de fréquence cardiaque, etc. Ça nous permet d'identifier des zones, mais au-delà de tout ça, il existe des indicateurs déjà juste sur votre perception. Okay, on appelle ça le input-output, c'est-à-dire quelle perception moi j'ai ressenti de l'effort, est-ce que je l'ai senti très dur, facile, modéré, et comment je trouve ma performance, est-ce que je la trouve passable, solide, vraiment c'était ma meilleure performance que j'ai pu faire, voilà. Et ce décalage entre du coup ma perception de l'effort et ma perception du rendu de la performance, eh bien, il va me permettre de voir si je mets trop d'intensité, okay, ou pas assez. D'accord. Si à chaque fois je réponds que c'était modéré et que du coup j'ai fait une performance passable, eh bien, peut-être que du coup je peux aller chercher des entraînements un peu plus hard pour avoir des performances un peu plus solides, que je perçois un peu plus fortes. À l'inverse, du coup si je perçois tous mes entraînements très durs et que du coup mes performances sont passables, eh bien, peut-être que du coup je suis dans un surentraînement ou peut-être mon mindset face à l'entraînement est peut-être défectueux et il y a quelque chose à rechercher puisque les entraînements ne doivent être pas plus durs que la performance. Okay, du moins l'entraînement ne doit pas être une compétition. Et ça c'est un sujet qui est très important. Ça ne viendrait pas du tout à l'idée à des Kenyans de courir tous les jours à 20 km/h des distances de marathon. Ça ne viendrait non plus à l'idée à des footballeurs de faire des matchs toute la semaine pour préparer le match du dimanche. Et pourtant, au CrossFit, on s'entraîne énormément avec l'intensité, même des fois plus forte que celle qu'on peut réaliser en compétition. Et du coup, on peut rentrer dans un cercle vicieux du surentraînement. Quand on veut passer des caps à l'entraînement, il va falloir assimiler la charge d'entraînement. Alors la charge d'entraînement, ça peut être 2 séances par semaine, comme vos 3 WOD plus l'accessoire que vous allez faire. Pour ça, du coup, il va falloir vraiment y aller progressivement dans l'intensité, puisque si vous augmentez et votre volume et votre intensité, c'est la blessure assurée. D'ailleurs, dans la carrière d'un crossfitter, la première année, c'est l'année charnière des blessures. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer la première année sans blessure, c'est très bien. Puis après, il y a la deuxième phase où si on veut encore augmenter le volume, il faudra réduire son intensité. On dit souvent qu'il faut être à 80% du temps à 80%. Okay, donc, quand on va dans une phase plutôt compétitive, on ne va pas du tout chercher la même phase qu'on avait dans nos débuts, c'est-à-dire qu'on va toujours être à 80%. C'est une fourchette assez vulgaire pour du coup être loin de la blessure et pour encaisser le volume demandé, c'est-à-dire le volume en haltérophilie, en gymnastique, en endurance, sur les pratiques aussi de skill qui nous permettent d'encaisser tout ça sans prendre de risque de blessure. Bon, le gros problème global du crossfitter, c'est qu'il veut toujours tout faire et il veut toujours être toujours performant à tous les moments de l'année. C'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire que dans un sport, par exemple on va prendre le triathlon, en début de saison, les coureurs ils vont aller faire des séances longues, ils vont faire une séance de running dissociée, une séance de vélo dissociée, une séance de natation dissociée, ils vont jamais mélanger les trois. Et puis peut-être au courant de la saison, on va mélanger peut-être deux disciplines sur les trois, hein, que c'est une discipline mixée. Donc on va mélanger par exemple peut-être une natation vélo ou un vélo course à pied, mais on va jamais faire les trois. Okay, il y a vraiment que dans des phases du coup compétitives où on va faire peut-être un triathlon d'essai, où on va chercher vraiment à mixer les trois. Mais ce qu'il faut se dire au CrossFit, c'est que c'est pareil. On ne peut pas toujours être sur toutes les modalités en même temps. On va travailler donc sur certaines phases en début d'année plutôt l'haltérophilie dissociée, puis après la gymnastique dissociée, les skills, l'endurance fondamentale. On va vraiment chercher tout ça. Et une fois qu'on aura bien développé toutes ces modalités, on va essayer d'en prendre deux et puis on va les combiner. D'accord ? Souvent, on va essayer de combiner deux à chaque fois. Dès qu'on va faire trois, on va commencer déjà à augmenter beaucoup trop le volume,
Ou alors si on fait 3, voire 4, du coup on va vraiment être sur la phase compétitive, on va être proche des échéances. Et là, du coup, on va vraiment être dans le cœur de notre activité, qui est l'activité mixée où on prend tout et on mélange. Dans une précédente vidéo, j'avais fait un post sur le fait qu'il ne faut pas travailler l'endurance à certains moments par rapport à la force, puisqu'on va créer des biais. Ce qu'il faut se dire, c'est vraiment que si on crée un programme de développement, il va falloir, oui, respecter ses règles, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des phases de développement où on fait de la force, de l'endurance, des skills. On va vraiment répartir et les agencer dans la semaine pour pas que l'un impacte l'autre en termes de récupération et qu'on garde toujours une qualité d'entraînement. Néanmoins, dans des phases compétitives, la demande du CrossFit, c'est de pouvoir courir 5 bornes et de soulever une grosse barre derrière et savoir marcher sur la main juste après. Et donc ça, c'est une zone d'interférence. Et là, on n'est plus dans une zone de développement, mais une zone d'expression de performance. Okay, et c'est ça qu'il faut vraiment voir, c'est que quand on est proche des compétitions, on va essayer de tout mélanger et on ne va pas forcément du tout développer des qualités, mais on va plutôt voir comment s'exprime tout ce qu'on a développé durant l'année ensemble. D'accord, et donc là, on cherche à voir où on en est vraiment grâce à tout ça. Et dans la phase de développement, on travaille chaque modalité une par une, et puis on va tout assembler pour les compétitions. Le dernier point qu'on va aborder, c'est travailler ses points faibles. Okay, on sait qu'au CrossFit, il faut travailler ses points faibles pour harmoniser son fitness, pour que dans toutes les modalités, on soit moyen. Un travail de points faibles, il faut savoir que c'est beaucoup plus énergivore pour le corps, tant pour le cerveau que pour les muscles, parce que c'est des coordinations, c'est des stimulations que le corps n'aime pas et qu'il encaisse différemment, c'est-à-dire c'est vraiment une stimulation beaucoup plus forte. Par exemple, si je ne suis pas très bon au soulevé de terre, et bien, du coup, la stimulation va m'impacter beaucoup plus que par exemple quand je fais du squat, parce que du squat, je suis un peu plus à l'aise. Et bien, c'est pareil si je dois faire des double under ou des muscle up ou des tractions ou des HSPU. Voilà, si c'est une zone de challenge, okay, forcément, le coût énergétique qui est demandé est plus fort. Et donc, quand on travaille ces points faibles, il va vraiment falloir du coup avoir de la récupération, même si c'est des séances qui ne sont pas intenses, mais du coup, elles sont intenses pour le système nerveux, et on sait que pour le système nerveux, il faut quasiment entre 48 et 72 heures de récupération. Donc, ne pas hésiter à mettre les séances points faibles à des moments de la semaine où on va pouvoir récupérer. Sinon, vous allez mal assimiler la charge, votre cerveau il va un peu burn-outer et vous n'allez pas progresser dans vos coordinations. Après, autour de l'entraînement, il existe la récupération. Il existe énormément d'outils pour la récupération. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Il faut se dire qu'on a énormément de volume dans notre activité, donc il va falloir énormément de récupération. Et que du coup, s'entraîner dur pour ne pas récupérer, ça n'aura pas beaucoup d'effet, du moins sur le long terme, ça ne va pas créer vraiment de changement. Donc, pour traquer du coup un petit peu tout ça, il existe des montres pour savoir si on récupère bien, si le cœur redescend bien, etc. Donc les montres connectées, on peut aller de la Fitbit entrée de gamme à des montres un peu plus développées. Il existe aussi sur vos téléphones des applications qui peuvent traquer votre sommeil, parce que dormir longtemps ne veut pas forcément dormir qualitativement. Et du coup, ça va être assez intéressant à observer, puisque du coup, en fonction de la nuit, on peut aussi jauger son type d'entraînement et le volume qu'on va y mettre. Et aussi, forcément, l'alimentation, c'est le gasoil qu'on va vraiment mettre dans la voiture. Donc, si vous ne mettez pas le bon, ça avancera pas très vite. Forcément, ça, c'est des paramètres extérieurs à l'entraînement qui vont forcément impacter votre tolérance à l'intensité et au volume. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, à la prochaine.